c'est parti. Alain Quilliot, il est là, Michel Fabregas, je l'ai vu, Pierre Parisien, Bottasso, je l'ai vu, Denis Lebron, Présent. Chantal Baudry, elle est absente. Attends, du Covid, malheureuse. Alors la fleur. Présent. Daniel Butul. Ah, j'allais dire, elle est en route. Jean-Louis Pitbull. Présent. Henri Covin. Présent. Michel Pourcel. Claude Morel. François Boudneau, il est absent de pouvoir qu'il y a. Ikenash, Malek. Présent. Frédéric Robert. Monique Marat. Christophe Pironi. Présent. Céline Pouponneau. Et voilà. Roland Asquette devrait pas tarder. Élodie Thomas, elle est là. Anna Anokré, c'est vu. Ghislaine Favori. Elle est là. Oui. Christophe Quillon, il est là. Monsieur Courtois est là. Madame Stocker n'est pas là, me l'a dit. Pour voir Guillaume Courtois. Henri Touchard, il est là. Denis Ford. Jacques Tulleux. On l'a attendu. Denis Roquinet. Pas Denis Roquinet, pas pour l'instant, mais dans quelques temps. Bon, bien le croire, il est tranquille, on peut y aller. Alors, ordre du jour. Il faut le secrétaire de séance et Monique, bien sûr. Alors, il y a deux délibérations sur table, hein, vous l'avez vu. Il s'agit de la notification du compte administratif de 510 € dans la qualité de reporté. Ah, bon. Donc, il y a 70 € qui n'ont pas été reportés, mais ça ne change pas. C'est sur la délite qu'on a eu. Alors, installation d'un nouveau conseiller municipal. Je sais pas, le démarrage est toujours difficile. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, après la démission de M. Fèvre, par courrier du 4 mars, après le procès verbal d'installation du maire et de ses joueurs en date du 3 juillet, vu le livre 1, considérant que Mme Marion, c'est ça la presse, ne veut pas non plus monter sur la liste, donc le suivant est donc M. Denis Robinet, qui accepte. Sûr. D'accord, elle juge. Marion reste, c'est parce qu'elle habite Pont-au-Combo maintenant. Elle a raison. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Je n'ai pas à lui demander son avis. Je vous le dis. Gentil. On en prend note alors, on va le mettre dans le compte rendu. Ok, donc bienvenue, jeune homme. Merci. Et on peut passer maintenant à l'approbation des comptes rendus du procès verbaux du 31 janvier et du 3 février, puisqu'on fait les deux en même temps. Y a-t-il des questions? Oui. Tout à fait. Les questions sur le conseil municipal du 31 janvier, il aurait été bien de savoir si on avait retrouvé le texte de loi qui oblige le diplôme de badminton. Qui oblige quoi? Qui oblige d'avoir un diplôme de badminton. Non. J'ai jamais dit ça. Et qu'il fallait avoir un diplôme d'animateur sportif sur badminton Go. Oui, donc mais c'est tout. en fonction du courrier qui a été envoyé, c'est bien stipulé les 3 premiers, des diplômes de badminton. Voilà. Alors, si c'est ça, donc, je peux en dire... commission, on en a discuté. Vous nous avez dit, il n'y a pas de souci, on va chercher le texte de loi. Je l'attends toujours. Voilà, c'est tout. Attendez, ça arrivera. Alors, pour moi, le problème est très simple. Il n'y a pas besoin de diplôme de badminton. C'est conseillé. Depuis que le badminton a été repris par la mairie, il y a un animateur spécialisé en sport. Et deuxièmement, il va se faire 2 jours au badminton parce que ça lui plaît, il veut le faire, il n'est pas obligé. Voilà. Et son titre et son nom est affiché sur les portes d'Hydru. Je ne vois pas où est le problème avec cette affaire-là. Je trouve scandaleux, on va revenir là-dessus, mais je remets une couche. Je trouve scandaleux que des gens qui ont une section de sport décident du jour au lendemain d'arrêter. Voilà, rembourse les cotisations, et puis laisse, je crois, 15 personnes qui voulaient faire du badminton, les laisse comme ça dans la rue. Bon, ça a été repris par la mairie. Maintenant, ils ont les mêmes horaires, ils ont le même coût.
et ils ont un animateur mis à disposition. C'est tout, voilà. Après, on peut en parler éternellement si vous voulez, mais a priori, pour moi, c'est une clarté limpide. Et je ne suis pas fier d'être. Enfin, j'ai donné ma démission de président d'honneur du MES parce que je voulais plus être. Je trouve que le MES, c'était quelque chose où on s'amusait comme des petits fous. Et c'était une bonne chose. Et bien maintenant, c'est plus du tout ce genre de choses-là. Voilà. Après, il y aura peut-être des conséquences, je n'en sais rien. C'est le problème du MES, c'est pas lui. C'est bon? C'est tout? Après, j'avais une petite question pour le 3 février, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Par rapport à un passage où Mme Martine Stocker demandait des tableaux comparatifs sur les emprunts. Oui. Voilà. Et alors? Mais ça n'a pas été mentionné. Ça n'a pas été mentionné. Pardon? Ça n'a pas été mentionné, le fait qu'elle demande les tableaux comparatifs sur les emprunts. Alors j'ai cru comprendre, probablement on a dû certainement mal comprendre, on a cru comprendre nous, que Martine ne comprenait pas que les chiffres qu'on devait en 2014, lorsqu'on se plaçait en 2020, étaient les mêmes que lorsqu'on se plaçait en 2021. C'est-à-dire que Azincourt était toujours à la même date, quelle que soit l'année dans laquelle on y pense. Et je crois que c'était ça, et c'est ce qu'on a répondu. Vous avez ce qu'il vous faut, alors je ne sais pas maintenant, si elle veut, c'est dommage parce qu'elle ne m'a pas rappelé, sinon j'aurais dit si elle a envie de l'avoir, pas de problème. C'est tout? Bien, donc je considère qu'ils sont adoptés à l'unanimité. Alors oui, si vous êtes d'accord pour les adopter, qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité, merci. Bien. Remplacement d'un élu au sein des commissions municipales, ben oui, ça, il n'y a pas de problème. Monsieur Feff faisant partie de la commission politique, familiale et éducative, commission petite enfance, commission vie culturelle et commission festivités, événementielles, protocole et communication. Mon cher monsieur Robinet, vous avez le droit à tout ça, si vous n'avez pas d'inconvénient. Non, pas d'inconvénient, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon. Non, il n'y a pas de souci. Si les réunions sont à des heures correctes, voilà. Ah, les commissions, c'est plus dur parce que, autant le conseil municipal, on peut se relire, les commissions, souvent, si on a besoin d'un intervenant, etc., ça peut être en cours de journée. Bon, par contre, la présence n'est pas obligatoire, le jour où vous venez pas, si monsieur le peut venir, ça c'est pas grave, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Il y a des délais de prévenance quand même raisonnables? C'est-à-dire Je ne sais pas. Ah si, je vous téléphone à 8h pour 9h. Oui. Allez, non, je pose la question. Ouais, 5 jours à peu près. Ok. Enfin, on peut aussi avoir quelque chose d'urgent, vous passez un coup de téléphone, si vous pouvez pas. Ok. C'est bon, c'est accepté. Alors, on vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci, ça démarre bien. Délégation de pouvoir au maire. Alors bon là, c'est l'administration française qui nous joue des tours, il demande à ce que je refasse mon arrêté de délégation parce que il y a 2 termes qui manquent. Alors, elle vaut dans la. Alors, si vous retournez, mettez-vous à l'article 26. Dans l'article 26, on met. Enfin, l'article numéro 26, on met. On avait mis de demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées. Et il faut les mettre. De demander à tout organisme financeur sans limitation fixée. Et on a la même chose au 27. Le 27, on avait mis de procéder dans les limites fixées par le Conseil. Et dans le 27, on nous demande de procéder sans limitation fixée par le Conseil. Voilà. Donc pour moi, c'est absolument des modifications de détail qu'il faut faire. Si vous avez des questions à poser, mais là, franchement, on a été étonnés de cette demande. Bon, oui, pour ma part, on peut le faire. Bon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Pénalité de retard pour les inscriptions hors délai. C'est Madame Favoria qui s'en occupe. Bien, alors, il faut résumer un petit peu le projet de délibération. Il s'agit en effet de constater à l'heure actuelle, mais déjà depuis plusieurs mois, voire ça commence à durer, beaucoup de retard en ce qui concerne les inscriptions périscolaires et extrascolaires. C'est-à-dire qu'il y a des règlements qui sont partout affichés, dont les parents ont pris connaissance, et on se rend compte au fil du temps que les gens ne respectent plus les dates
pour lesquels ils doivent s'inscrire, et ça pose pour le service qui s'en occupe des problèmes énormes d'organisation. Évidemment, vu de l'extérieur, on ne s'en rend pas compte, mais effectivement, ça désorganise au niveau des repas, ça désorganise au niveau des animateurs, ça désorganise au niveau financier également, évidemment, mais ça, c'est quelque chose aussi de très important. Donc, il nous a semblé utile parce que maintenant, on se rend compte que de plus en plus, les familles sont négligentes. L'année dernière, en cumulé, il y a eu 410 retards de personnes cumulées, je dis bien, hein, c'est sur l'année, de personnes qui ne respectent pas les règles. Bon, alors, nous avons décidé, pour cela, de faire en sorte, malheureusement, puisqu'il y a tout ça qui marche à peu près, de mettre des pénalités de retard. Elles seront, si vous les votez, puis si vous les votez pas, vous le verrez bien, les pénalités de retard qui ne commenceront qu'au mois de juin, bien évidemment, hein, sont pour les activités périscolaires, si je ne me trompe pas, de 2 euros par enfant et par jour de retard. Voilà. Et quand il s'agit des CLAM, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire pour l'extrascolaire surtout, c'est un peu plus compliqué puisque les familles doivent réserver en amont, c'est-à-dire 15 jours avant le début des prestations qu'elles veulent. Et souvent, ce n'est pas réalisé. Enfin, il y a une date précise, c'est le 15 du mois précédent. Donc, nous pensons qu'il est impératif de remettre de l'ordre dans tout cela et que, par conséquent, on mettra des pénalités de retard qui sont effectivement de 41 euros, je crois. De 41,50 euros, effectivement, pour les CLAM, c'est-à-dire les périscolaires surtout, par jour et par enfant. Ça ne veut pas dire que c'est systématique. On a mis quand même des clauses pour les personnes qui auraient des problèmes d'hospitalisation, de décès, mission, embauche, etc. Des situations personnelles difficiles pour lesquelles nous avons toujours répondu et pour lesquelles nous continuerons à répondre. Il s'agit là de sanctionner les gens qui ne réfléchissent plus et qui croient que c'est un hall de gare, de centre d'accueil et de loisirs. Il faut à un moment y mettre un terme. Voilà. Donc je vous propose de voter cette délibération. Pétition. Petite réflexion, hein, déjà, au niveau des centres de loisirs, il y a un système de prépaiement. Déjà, c'est quand même un petit peu prohibitif pour certaines familles de payer en avance le service qui n'est pas encore rendu. Donc, généralement, on fait un service, enfin, il y a un service de pré-réservation. Voilà. Il y a aussi des familles qui ne peuvent pas prévoir très longtemps en avance leur indisponibilité et faire les pré-réservations et des prépaiements très très à l'avance. Donc pour moi, cette délibération, c'est comme une double peine pour ces familles-là. Oui, peut-être. Enfin, moi, je ne vois pas où la double peine. Non, parce que les gens qui ont une difficulté quelconque ça peut toujours se régler après. On ne commence pas. De toute façon, c'est pas bon. Pardon. Je disais que les situations délicates sont toujours examinées. Donc, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens inconséquents qui ne respectent pas les règles. Or, dans une société, quand il n'y a plus de règles, tout va à l'eau. Donc, à un moment donné, il faut commencer à être dans la vie, monsieur. Une société, ça se fait avec des lois, avec des règles. Et des règlements que vous êtes les premiers d'ailleurs à demander quand vous ne les avez pas. Par conséquent, il y a des règlements. C'est pour tout le monde pareil. Et sinon, il n'y a plus lieu de fonctionner. Alors, pour ce qui concerne... Maintenant, s'il y a des cas délicats, il y a toujours moyen de contacter les services, il y a toujours moyen de contacter M. le maire ou moi-même. Ce sont des règles que l'on met en place pour éviter, justement, c'est comme quand il y a des interdictions de stationner et que les gens stationnent. Voilà, c'est tout.
c'est pas très bien. Donc, sur le principe, je peux vous rejoindre pour les gens qui seraient en difficulté. Cependant, c'est nécessaire parce qu'il n'y arrive plus. Si vous pouvez gérer un service qui va comme ça, où on est obligé d'embaucher des animateurs à la dernière minute, où on est obligé de décommander des repas parce que effectivement on n'y arrive pas au jour même ou 2 jours avant, et que tout ça s'organise quand même, effectivement, là, on ne peut plus gérer. Donc il y a un problème de gestion qui se pose. Si je peux me permettre, il y a effectivement un problème social, en disant qu'ils ne peuvent pas payer d'avance, mais est-ce qu'ils payent une fois que c'est terminé? Nous avions, avant d'instituer le paiement d'avance, qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà d'une dizaine d'années, nous avions un paquet d'impayés extraordinaire, et donc c'est pas à la collectivité de combler les impayés. Donc depuis qu'on a fait ce système de paiement d'avance, on a très peu d'impayés, première chose. Deuxième chose, il y a aussi l'efficacité, les grandes idées c'est beau, mais à la fin il y a toujours quelqu'un qui paye et c'est toujours le contribuable à la fin, j'ai remarqué. Donc deuxième chose, les 41,50, on le fait exprès pour bien taper, parce qu'on pense que les gens, une fois qu'ils y auront droit, une fois, ils n'y reviendront pas. Et moi je remarque que les animateurs, on est obligé de les payer quand ils font une demi-heure, 3/4 d'heure de plus, etc. Ça ne va pas non plus, c'est pas la collectivité de payer. Alors, si ça arrive une fois, on ne va pas être des monstres. Personne qui se plante une fois, on ne va pas les enquiquiner. Par contre, au bout de la deuxième, on pense que c'est quelqu'un qui le fait exprès ou qui s'en fout et qui sait qu'il ne récupérera pas son gosse avant 7h30, 8h. Voilà, c'est tout. Ça me paraît d'une simplicité infantile et il n'y a pas de problème social là-dedans. Il y a problèmes sociaux. Voilà, c'est tout. Il faut faire marcher la cabane. Voilà. Mais je le comprends, surtout on a une personne qui est très sensible sur le plan social, je comprends que ça dérange. Mais enfin, d'un autre côté, si on ne fait pas ça, la collectivité perd de l'argent. On verra au bureau municipal, quand on établira le DOC que vous avez certainement vérifié, ou le compte administratif, vous verrez que nos marges de manœuvre se restreignent. Le jour où on va vous dire on n'a plus un sou et qu'il faut augmenter ceci, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, toutes les oppositions, oui, ça va pas, etc. Donc, il faut mieux commencer maintenant. Voilà. À mon avis, ça ne durera pas longtemps parce que les gens vont quelque chose. Quand ils auront payé une fois 40 ils ne le feront plus une deuxième fois. Mais quand je dis les gens, tout le monde n'est pas incriminé. Il y a des gens qui font ça systématiquement. Donc, ça devient quand même un peu lourd. Vous connaissez bien le problème, je crois, parce que là... C'est tout, j'ai rien à dire. Très bien. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, autant sur vos principes, on n'est pas trop en désaccord, que sur la justification de vos principes, je suis en total désaccord. C'est pas parce qu'il y a des règles qu'il faut les appliquer, il faut encore qu'elles soient justifiées. Alors, je peux être d'accord par système de confiance sur le constat. Ouais. Ça, c'est certainement vrai. Je ne vais pas dire que les gens n'arrivent pas en retard quand ils arrivent en retard. Maintenant, on est quand même dans une société où l'activité est en difficulté, en ce moment encore plus qu'il y a quelques mois passés, dans lequel on demande aux gens d'être disponibles ou de faire du télétravail, de le prévoir ou de ne pas le prévoir. Moi, j'entends quand même certains qui, du jour au lendemain, sans délai de prévenance, se retrouvent à aller sur place au travail alors qu'ils avaient prévu un télétravail, et l'inverse. Donc je pense quand même que si vous voulez appliquer vos règles, pourquoi pas, je ne doute pas qu'elles puissent être justifiées par-ci par-là. Je veux dire, il faut quand même justifier pourquoi c'est 15 jours et pas une semaine, pourquoi ça ne peut pas être 3 jours avant, quel est le délai, sur quoi vous avez bâti la justification de ces délais. À partir de ce moment-là, c'est irréfutable. Mais pour l'instant, c'est un délai qui c'est date le délai depuis... raisonnable. Non, mais s'il date, avant on avait des roues carrées, maintenant elles sont rondes, ça datait beaucoup les Ça a roues changé, carrées. Non, mais c'était... Oui, mais attendez, c'est vrai que je veux bien me poser des questions sur les distances humaines, qu'est-ce qu'on est devenu, d'où on vient, où est-ce, qui suis-je. Je veux bien tout ça. Mais à la fin, moi, je me retrouve devant un papier, et le papier me dit, Alain, je suis entre moi, sinon je dirais M. Kélian, tu as un déficit de temps, tu as été obligé d'équilibrer. Voilà. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui peuvent me permettre d'équilibrer un budget
C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si. Non, c'est pas du tout le sujet. Mais Vous si, prenez la monsieur parole sur la mienne. Le sujet, c'est il faut d'abord, dans ces moments difficiles où les choses bougent en dehors de vos règlements, justifier, à mon avis, d'abord les délais, s'ils sont incompressibles, et après, effectivement, il faut une règle pour, je dirais même pas le savoir-vivre, pour que tout ça s'articule correctement. Et là, je peux être d'accord sur ces règles. Je ne suis pas sûr que 15 jours à l'avance, ça pourrait pas être une semaine. Ou un mois, ou 3 semaines, ou 15 jours, ou 2 jours. Je ne suis pas d'accord sur le vocable, c'est comme ça parce que c'est comme ça. C'est comme ça Non, parce qu'il y a une logique. mais Et c'est comme ça parce que ça ne fait justifiez pas les délais. Je ne cautionnerai pas non plus les gens qui laissent leurs enfants et qui les oublient. Mais a priori, je ne pense pas qu'ils le fassent exprès. Ah si, pour certains, si. Enfin, c'est pas qu'ils font exprès, mais ils s'en foutent. Alors, attendez, pardon. Je voulais répondre à M. Leu. Je voulais juste, mais ça marche pas. Mais si. Voilà, ça y est. Je voulais juste dire à M. Leu qu'il y a des délais parce qu'il y a une organisation compliquée, notamment celle qui concerne les repas des cantines. Parce que quand on ajoute à la dernière minute des repas, ça oblige Elior à mettre tout un système en place, ça oblige aussi la mairie à mettre des animateurs supplémentaires alors qu'ils ne sont pas prévus, ça oblige, parce qu'il y a des goûters, parce que ce n'est pas simplement une question, si c'était aussi simple, on prendrait une semaine ou 3 jours. Mais c'est que derrière, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'il y a une organisation compliquée et qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent plus cette organisation, cela met en difficulté l'ensemble du système. Voilà. Bon, maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je n'y peux rien, on vous explique. Maintenant, voilà, c'est... Je voudrais justement quelque chose en justifiant effectivement votre mise en place, que je pourrais être d'accord, je dirais, n'est pas illogique si en même temps vous justifiez que les délais sont incompressibles. Par ailleurs, 2000 repas chez Elior se précisent 3 jours avant, dans d'autres lieux, pour des milliers de repas. Donc ici, non. Vous ne savez pas pratiquer avec Elior, où il a différentes mesures avec l'entrée. Bon, attendez. Là, ce délai a été fixé, par l'expérience. Ça tourne très bien depuis X temps. Donc, je vois pas, on peut faire des études pour se faire plaisir, puis au lieu de 15 jours, le ramener à 10 ou le ramener à 16. Moi, je veux bien. Mais ça fait des années que ça tourne comme ça. Alors, je dis pas que ce qui vient de l'ancien temps est merveilleux, mais ça tourne bien et on est tranquille. Alors, le problème aujourd'hui, il n'est pas de savoir s'il faut raccourcir ou réduire. Le problème, il est de savoir que nous avons des gens qui arrivent en se mettant royalement. Vous avez 410 personnes qui étaient en retard. Vous avez, pour 2022, vous en avez déjà sur 1 mois et demi, 139. Dans combien on va arriver à la fin de l'année? On va arriver à 600 ou 700 ou 800. Il faut arrêter l'hémorragie. Voilà, point. Après, je peux comprendre qu'on peut essayer d'analyser. Alors, vous avez aussi une autre solution, monsieur. Il y a quand même, il y a les tests, et puis il y a aussi des gens qui sont intelligents autour. Si la personne, elle vient en retard une fois, qu'elle donne des justificatifs, on va s'amuser à lui mettre 40 balles. Bon, par contre, si on s'aperçoit que ça fait la 10e fois et que systématiquement, bah si, voilà. Alors, je pense qu'on se reverra dans un an, on fera le bilan, on vous dira, on a pris peut-être 10 fois 40 euros, et puis ça s'est calmé. Voilà, c'est un peu le même principe que lorsque vous garez mal votre voiture, si vous avez une amende à 10 euros, vous y retournez en disant, bah c'est pas très grave, si vous avez une amende à 600 euros, vous dites, j'y reviens pas. Voilà, alors c'est tout, bon, je précise exprès le phénomène. Mais après, on peut faire toutes les études qu'on veut. Est-ce que les 15 jours, est-ce que c'est 14, est-ce que c'est 12? Bon, je veux bien, on peut le faire. Mais bon, l'expérience montre que c'est un bon délai pour nous et pour les clients. On passe au vote. C'est bon. Allez, autorisation du maire, signer les conventions de prestation de services uniques. Madame But. Oh, plus fort. Faut éteindre les micros. C'est fait.
Il s'agit effectivement d'autoriser Monsieur le maire de signer des conventions de prestation de services uniques de 2022-2025 pour les structures de la petite enfance. Cela a pour objet principalement de faciliter la vie des familles et de leurs enfants, et par ailleurs de promouvoir les valeurs de la République et de la branche familiale, le lien avec les partenaires et une charte de la laïcité. Ce texte a été adopté par le conseil d'administration de la FNAC le 1er septembre 2015 et a pour objet de renforcer la transmission de ces valeurs avec plus d'acuité pour faciliter leur appropriation par l'ensemble des acteurs, professionnels, bénévoles, usagers et partenaires. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et cette convention d'objectifs et de financement liée au versement de la prestation de services uniques pour 2022-2025. Et pour tous les équipes. Des observations. Je dois rappeler, excusez-moi, qu'on a fait une commission spéciale pour ça, dans laquelle on s'est expliqué plusieurs fois. Donc a priori, j'écoute, mais... Non, mais il n'y a pas de choses, ce sont des conventions tout à fait classiques. Les conventions la convention pour laquelle on s'est vu, excusez-moi, la convention pour laquelle on s'est vu en commission, c'est pas du tout celle-ci, c'était la convention pour le remplacement du contrat enfant-jeunesse. Là, j'avais juste vous demander, je vais simplement demander par écrit donc, les règlements de fonctionnement pour les équipements qui correspondent aux conventions. Et je voulais savoir si le référent laïcité a été désigné en mairie. Je sais pas ça. Normalement, il doit y avoir un référent laïcité. Je ne crois pas. Mais nous avons le désir. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Taxe sur la publicité extérieure. Monsieur Denis, le vote. Depuis le 1er janvier 2014, il appartient au conseil municipal de fixer chaque année par délibération les tarifs de la TLPE. Il est prévu une indexation annuelle automatique des tarifs sur l'inflation. Le taux de variation pour l'exercice 2023 est de 2,8% selon la source INSEE. Le tarif de référence pour 2023 est donc de 16,70 € du mètre carré. Il demande au conseil municipal d'adopter les tarifs 2023 qui s'appliqueront au 1er janvier 2023. Les questions. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Monsieur Lebon continue sur sa lancée. Alors, transfert amiable de la voirie de la villa du Verger dans le domaine public communal. Ok. En acte du 24 février 2020, nous avions approuvé le transfert amiable de la voirie de la villa du Verger dans le domaine public communal. Lors de la vérification de l'acte de vente, il a été constaté que la voirie comprenait la parcelle A616 comme indiqué dans la précédente délibération, mais également une partie issue de la division de la parcelle cadastrée A548 constitutive de voirie. Il est demandé aux membres du Conseil d'abroger la délibération numéro 2020-0206 et la remplacer par cette nouvelle délibération qui prend en compte cette correction. Les questions. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Culture sport. Alain Lafleur. Alors, compte tenu des augmentations des coûts réels des prestations des activités culturelles et sportives, ainsi que des animations et spectacles dispensés à l'espace individuel, il était nécessaire de réviser les tarifs qui ne l'ont pas été depuis, j'ai vu ça quelque part, enfin c'était en 2018 pour les activités et 2016 pour les spectacles. C'est un sujet qui a été débattu en commission, je crois qu'une position a été représentée, ils ont été là il me semble. Est-ce que ça soulève des questions particulières, la grille, le tarif est en annexe? Alors, pour le principe et la justification de l'augmentation,
c'est tout à fait entendable. Par contre, j'ai relevé moi des taux de variation d'un ancien tarif, nouveau tarif qui sont complètement différents. Il y en a, ça passe de 11%, plus 11%, plus 14%, plus 1%. Pour certains, plus 6%. Pourquoi il n'y a pas eu une augmentation unique, enfin un taux unique? Et pourquoi, qu'est-ce qui justifie ces écarts? Bon, je pense que, alors il faudrait voir ça avec Jean-Marc Antoine, mais je pense qu'il a peut-être davantage pris en compte les coûts réels des tarifs, en fait, les coûts qui ont évolué différemment selon les disciplines, les spectacles. Donc, moi, ça ne me choque pas. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà qu'effectivement, il a essayé de trouver un coût horaire par famille. Il l'avait sur le tableau. Il a essayé de trouver un coût global pour la commune. D'autres activités qui ont compté un peu plus, c'est parce que c'est plus long. Il y a 10 minutes de plus, 5 heures de plus. Alors, il y a eu plein de choses qui ont fait que les tarifs ont changé et qu'on ne peut pas dire qu'on a appliqué un 0,5%. Voilà. Il faut prendre en compte aussi le fait que la commune a décidé d'appliquer le même tarif aux gens qui venaient de toutes les communes de la communauté d'agglomération. Et là-dessus, nous sommes les premiers. C'est une politique qui est déjà appliquée depuis longtemps, je crois, au niveau des piscines, mais encore pas Ponto. Et avec le président de l'Interco, il a été demandé aux communes d'essayer d'en rendre ce territoire un peu uniforme et que quand vous allez à Chêne, vous soyez chez vous, autant que l'ancien chez vous arrive, il est chez nous ici. Pas il est chez nous ici. Voilà. Donc il y avait aussi la possibilité, donc il y a eu une perte de recettes qu'on a compensé un petit peu, en ce sens que les intercos, les gens qui venaient d'interco payaient un peu plus cher, donc maintenant on a mis le même tarif. Voilà, donc c'est une cuisine interne qui faisait qu'en final on a essayé d'avoir un coût horaire, d'avoir quelque chose qui se tenait en fonction aussi des temps passés. Alors moi ce que je vous propose, parce que là on pourrait y passer des heures, d'ailleurs à la commission vous aviez dit que ça vous n'y avait pas d'observation à faire. Alors, je veux bien comprendre que maintenant, on peut aller dans le détail. À ce moment-là, il faudrait prendre une réunion, une journée ou une demi-journée avec Jean-Marc et puis qui explique tous les problèmes qu'il a eus pour nous proposer ces chiffres que moi j'ai vérifiés naturellement, parce que, bien évidemment, ce n'est pas un petit administratif qui se permettrait de fixer les prix, c'est forcément le maire qui propose au Conseil. Oui. Sauf que au final, on sera contre, dans le sens où dans la commission, au départ, ça a été présenté en augmentation de prix pour compenser le baisse des adhérents. Et je ne comprends pas que c'est les adhérents qui doivent payer. C'est ce qui a été dit à la commission. C'est pas si faut comprendre. On vous a dit simplement que c'était une partie de l'augmentation, pas tout. Résultat du fait que la... Mais non, pas le cas d'adhérents, pas vrai. Là, ça représente... On ne perd pas d'adhérents, voilà. Le problème était qu'on perdait de l'argent puisqu'on faisait un tarif unique pour les administrés éligibles et pour les administrés communautés d'agglo. C'est ça la perte de recettes. C'était pas le nombre d'adhérents, le nombre d'adhérents il se porte très bien. On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, majorité. Merci. Alors, approbation du compte de gestion. Bien. Monsieur Parisien, maintenant à vous. Donc, nous allons faire les votes suivants. Il y a le compte de gestion, puis il y a le vote du compte administratif. Ensuite, on ira sur le budget 2022 et sur à la fois les affectations des sommes aux associations et les taux de taxes foncières bâties et non bâties. L'approbation du compte de gestion. Donc, vous avez tous eu la délibération. Si vous voulez faire un rapprochement entre le compte de gestion et le compte administratif, c'est très difficile. Quoi qu'il en soit, ce dont l'on voit, c'est que nous avons, si vous voulez, dégagé sur la période 700 000 euros. Dans les 700 000 euros que nous avons dégagés à ce titre-là,
Nous allons en avoir 110 000 à 119 000 euros qui vont être remontés au niveau des sections d'investissement et, 350, et le reste sera en section de fonctionnement en report. Voilà. Donc là, vous avez effectivement les sommes telles qu'elles sont. Le compte de gestion, pour mémoire, il est arrêté par la trésorerie. Il est absolument en adéquation avec le compte administratif, puisque les sommes, effectivement, c'est pour ça que vous avez une délibération modificative, nous avions une différence de 70 euros. Et veuillez m'en excuser, j'ai mal lu ma délibération et le résultat n'était pas bien rendu. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce compte de gestion. Maintenant, si vous voulez des détails sur l'analyse qui met en évidence certainement le patrimoine, les capitaux propres de la commune, le bâti de la commune, l'état des créances, l'état des dettes. Bah, si vous voulez, je peux dire peut-être une petite déclaration. J'ai essayé de faire court parce qu'effectivement le dossier est quand même important. Et là, ma déclaration porte sur le compte administratif et le compte de gestion. Donc, comme déjà dit lors du tout petit débat budgétaire, puis lors de la commission finances, je renouvelle encore une fois mon cri d'alarme concernant les finances des mairies, prises dans un étau entre leurs recettes qui diminuent, notamment les dotations de l'État et les subventions, et leurs dépenses de fonctionnement qui augmentent. Notre excédent de fonctionnement de 2021 est de 752 000 euros et notre déficit d'investissement s'élève, reste à réaliser compris, à 199 000, qui fait donc un excédent à peu près 500 000. Cet excédent de fonctionnement diminue considérablement, il était beaucoup plus important en 2020, et l'avenir ne semble pas favorable car nous avons des augmentations de carburant, d'électricité, de gaz, des charges sociales, des salaires, puisque les salaires des fonctionnaires vont être réévalués, d'après ce que j'ai pu comprendre, de l'ordre de 3%, me semble-t-il. Alors, ça c'est des promesses électorales, mais enfin bon, c'est possible. Et ça serait pas mal parce qu'ils sont quand même pas trop bien payés, mais d'un autre côté, le budget, c'est le budget. Pour nos investissements, notre ville possède de nombreux bâtiments, la plupart datant des années 80, et le coût des remises en état ne peut augmenter, même subventions déduites, parce qu'on a des subventions. Notre bonne gestion passée nous permet encore d'atteindre l'équilibre sans réduire les services à la population, sans augmenter les impôts, mais dans le futur, nous serons peut-être obligés de recourir à ces mesures impopulaires, ce qui permettra à nos oppositions une critique très facile. À noter que le taux d'endettement est encore très faible, capacité de remboursement 7,1. Oh, pardon. Je recommence. À noter que notre taux d'endettement est encore très faible, capacité de remboursement de 7,54 années, qu'un emprunt a été souscrit fin 2021, mais pour 2022, ce qui ramène notre capacité de l'année 2021 à l'année 2022. Pour l'État sans le respecter, lui, il considère que ce chiffre doit être de 12 à 13 ans, on est à 6,5, entre 7,50 et 6,5. Nous avons 26 emprunts, dont aucun toxique, et nos intérêts annuels s'élèvent à 86 000 euros sur un budget de plus de 11 millions, ce qui fait un taux moyen de frais financiers, de frais de 1,43%. Le montant total des emprunts s'élève à 8 227 000, ce qui, en déduisant le fameux emprunt fait pour 2022, si on le remettait sur 2022, puisqu'il doit être sur 2022, donne un endettement de 7,7 millions, comparable à celui de 2016, où nous étions à 7 781 000, parce que j'ai entendu des gens dire qu'est-ce qu'on s'endette, etc. En 2016, nous étions tous là, du reste, et on devait un peu plus d'argent que maintenant. L'endettement par personne est donc égal à celui de 2016, c'est-à-dire un peu plus de 1 000 euros. Alors, il est bien évident que nous ne sommes pas responsables, comme semblent penser certains, de l'endettement de l'intercommunalité, 1 904 euros par habitant de PVR. Sur le compte de gestion, ça c'était pour le compte administratif. Sur le compte de gestion, nos fonds propres s'élèvent à 53 millions, notre actif immobilier à 61 millions. Je retiens des chiffres très importants. Les disponibilités sont de 1 400 000. C'est une entreprise qui a 1 400 000 en banque, vous me l'appelez. Et nos dettes à court terme de 964 000, ce qui veut dire que même si on remboursait toutes nos dettes à court terme, il nous restera encore 500 000 euros. Ce qui nous confère un ratio de solvabilité très conséquent. Je vous remercie de votre attention. Alors, j'ai vraiment très résumé. Bon, mais grosso modo, ça peut être une analyse faite par quelqu'un qui voit ça de haut et qui voit les chiffres réels. Ça peut être intéressant. J'ai fait à peu près tous les sujets, l'endettement, l'excédent de fonctionnement, le déficit d'investissement, etc. Voilà. Tu reprends la parole ?
Bah écoutez, là-dessus, C'est pas là que je sors, moi, je sors sur le compte administratif. Si vous voulez passer au vote. Alors, il y a des questions peut-être, c'est le compte de gestion. C'est le compte de gestion. Pas de questions? Je signale que le compte de gestion, c'est comme le compte administratif. Hein. Bon, c'est pas dit. Donc, qui est contre, qui s'abstient, il a limité. Merci. Compte administratif. L'approbation du compte administratif. Donc, vous avez reçu, c'est la délit que vous avez sur la table. Effectivement, vous avez 70 € de plus dans l'affectation. Donc, si vous voulez, pour revenir à quelque chose que nous avons tous l'habitude de manipuler, une section de fonctionnement, une section d'investissement, des dépenses, des recettes. Donc, l'année dernière, nous avions un résultat reporté de 519 000 en section de fonctionnement. Nous avons eu des opérations de dépenses à hauteur de 11 283 657. Nous avons obtenu 11 517 016,16 de recettes, avec l'excédent de 519, nous arrivons à 12 036, ce qui nous permet de dégager un résultat sur l'exercice de 752 989. Si on avait le parfait équilibre, puisque effectivement nous avions présenté au budget 2021 un compte recettes-dépenses équilibré, on voit qu'aujourd'hui, comme rappelait M. le maire, malgré les réductions des recettes, nous avons néanmoins pas tout dépensé. C'est un contrôle permanent que nous faisons sur les dépenses. Même si l'année 2021, par rapport à 2020, a été peut-être un peu plus linéaire dans les actions et dans les dépenses, alors que 2020, nous avions tous connu au moins 3 mois d'arrêt de production, d'activité, puisque c'était un confinement serré et sévère. Alors que là, sur l'année 2021, nous avons pu lisser. Donc nous arrivons à un résultat de fonctionnement de 752 000 en excédent. Comme je vous disais, en dépenses d'investissement, l'année dernière, eh bien, nous avions un déficit à hauteur de 465 000. Nous avions donc investi sur l'année, y compris les remboursements d'emprunt, 4 926 423. Nous avions des recettes en face mis à 5 044 180,57. Et nous avons donc un déficit sur l'investissement de 347 592,26. Mais voilà que nous avions en 2020, à la fin de l'exercice 2020, des restes à réaliser à hauteur de 259 730 000 €. Et cette année, eh bien, nous n'avons que des restes à réaliser à hauteur de 112 000, ce qui dégage 147 000 € en favorable, ce qui fait que au final, nous avons un déficit d'investissement à hauteur de 199 926 et un budget de fonctionnement excédentaire de 752 000, ce qui nous ramène à un résultat global de 553 063,88. Je pense que lors des commissions, vous avez pu obtenir les détails, ou c'est en train d'obtenir les détails. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. L'exercice s'est passé. Je dirais que là-dessus, c'est un constat de chiffres. Voilà. C'est une image au 31 décembre de l'année 2021. Moi, rien de spécial à dire. Tout a été dit dans mon petit discours. Et à partir du moment où ce sont des documents... Alors, je rappelle quand même comment ça se passe. Vous avez les services de l'administration, les services de la commune, qui tiennent une comptabilité qu'on appelle une comptabilité à partie simple chez nous, qui est fait en mairie. Tout ce qui doit être payé, tout ce qui doit être sorti est vérifié par la trésorerie. Bien. Ça vous fait une comptabilité. Cette comptabilité, à la fin de l'année, donne lieu au compte administratif. Bien. Ce compte administratif n'est valable, je veux dire, juridiquement, que lorsqu'il correspond pile poil au compte de gestion. Lequel compte de gestion n'est pas fait naturellement par la mairie, ça serait trop simple, mais il est fait par le Trésor public, d'où son retard par rapport au compte administratif. Nous on sort le compte administratif dans les 11 janvier, février, 8 février, on a déjà une bonne idée. Le compte de gestion, l'administration le sort quand elle veut, et elle a jusqu'à fin mars, je crois. Bon, donc, à partir du moment où le compte de gestion sort, il y a un
comment dirais-je, on compare les deux comptes. Et évidemment, quand on a des différences, des différences minimes, puisque là, cette année, on a 72 € ou 70 € sur 11 millions. Bon, c'est-à-dire que l'administration a filé deux factures d'EDF ou quelque chose comme ça, je crois. On n'avait pas rentré parce que pour des raisons qui ne s'y pas. Donc, on peut dire que le compte administratif est un document qui peut être examiné sans trop de problème pour le débat d'orientation budgétaire. Alors, c'est pour ça qu'il est fait. En se disant naturellement, il peut y avoir 100 balles, 200 balles, 300 balles, 1000 €, pas plus généralement, de différence entre la réalité, celle qu'on verra, qu'on votera au prochain conseil municipal. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. À partir du moment où le compte de gestion est bon, le compte administratif, forcément, bon. À partir du moment où on vote pour un compte de gestion, difficile de voter contre le compte administratif. C'était tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a des questions ou je me retire, puisque je dois me retirer dignement. Je n'ai pas le droit de voter avec vous. Pas de questions? Alors, je me retire. Bien, monsieur le maire ayant quitté la salle, nous allons procéder au vote, donc en son absence. Le compte, c'est les deux? Le compte de gestion a été voté. D'accord. C'est le compte administratif qui reprend effectivement. Je reprends les sommes. Après, tu te demanderas qui vote pour, qui s'abstient. Bien. Donc, décide d'arrêter le compte administratif de l'année 2021 comme suit. En section de fonctionnement, nous avons un résultat reporté de l'exercice 2020 de 519 631,55 en recettes. Nous avons eu des opérations cumulées sur l'exercice 2021 en recettes à hauteur de 11 517 016,16 et en dépenses totales, nous avons eu le total de fonctionnement 11 283 730,75 €, ce qui nous présente un résultat d'exercice à hauteur de 752 916,96. En section d'investissement, nous avons l'année dernière un déficit de résultat reporté de 2020 à hauteur de 465 360,88. Nous avions des opérations que nous avons réalisées au cours de l'exercice 2021 à hauteur de 4 926 423,95 et des recettes à hauteur de 5 044 191,57. Le résultat de l'exercice concernant l'investissement présente un déficit à hauteur de 347 593,26 qui est corrigé par les restes à réaliser de l'année dernière que nous reprenons à hauteur de 259 730,71 et les restes à réaliser au 31/12/2021 s'élèvent à 112 063,47. Ce qui nous permet de sortir un résultat définitif d'investissement, donc négatif, de 199 926,02. Au global, eh bien, si vous voulez, l'ensemble des dépenses s'élève investissement plus fonctionnement 16 675 515,58. En recettes, nous avons eu 17 080 839,28, ce qui sort un résultat d'exercice de 405 323,70. Nous avons des restes à réaliser excédentaires à hauteur de 147 667,24. Totaux cumulés 16 787 577,05 et recettes 17 344 569,99 €, ce qui présente un résultat définitif de 552 990,94. Oh, bah écoutez, j'étais dans ma lancée, je me suis planté. Ah bah oui, il est là, c'est ça. Donc, allez, vous êtes à 500, vous voyez, c'était à 700 € près, d'accord, 553 063,88. Excusez-moi, je me suis fait avoir en tournant les pages. Comme quoi,
On a beau avoir 25 ans d'expérience, on peut se tromper. Voilà. Ok. Oui, voilà. Donc, si vous voulez bien, nous allons procéder au vote de ce compte administratif. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Tu t'es planté, hein? Oui, monsieur, j'ai honte. J'ai honte. Bon, j'ai eu, excusez-moi, mais j'en ai profité pour téléphoner à Jean-Marc. Alors, il me confirme bien que les augmentations ne sont pas dues à la diminution du client. Effectivement, en 2020, les clients ont diminué le Covid, mais ça, toutes les associations le savent. Il m'a-t-il dit qu'il avait donné toutes les explications nécessaires et demandé lors de la commission. Voilà, c'est pour répondre parce que baisse parce que faire l'augmentation des tarifs parce qu'il y a moins de clients, ça m'étonnait un peu. Donc il a confirmé ce que je pensais. Ok, on passe. Monsieur le maire, c'est des adhérents, pas des clients. Pardon? Ce sont des adhérents, pas des clients. Sinon, vous avez raison, c'est un anti fondamental. Bah oui. Sinon, il ne faut pas se plaindre que ce soit des consommateurs. Oui, monsieur. Bah, les clients sont des consommateurs, les adhérents aussi, ils consomment quelque chose. Attends, si vous êtes content de les adhérents, les adhérents. On peut l'appeler le ménage aussi. On peut l'appeler le ménage aussi, en économie, ça se fait appeler le ménage. C'est des observations importantes. On continue? On continue. Bon, donc là, maintenant, c'est l'affectation. Je vous promets, je prends le bon document. Donc, il faut l'affecter. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui va aller directement sur le compte de gestion qu'on retrouvera l'année prochaine, et une partie aussi, on le retrouvera sur le compte administratif. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que nous avions en article 1068 un excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 199 926, une remontée au niveau des investissements. Nous avons un résultat de fonctionnement reporté, donc l'on va pouvoir reporter sur l'exercice 2022 à hauteur de 553 063,88, et nous avons un solde d'exécution en section d'investissement à hauteur de 397 593 26. C'est exactement les mêmes sommes que l'on retrouve effectivement sur le compte de gestion. Voilà. 347, hein. 347 593,26. Si tout le monde avait bien écouté, t'as dit 397. Ouais. Heureusement que je suis là. Je suis là. X. Donc ça fait vite la retraite. Ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bien. Eh bien, maintenant, on va attaquer le budget, non? Donc, nous avons eu. Non? Je pense, hein, c'est le budget. C'est après qu'on fait les subventions et le tout. Ouais. Que dire du budget? Nous avons eu différentes commissions, au niveau de toutes les commissions d'ailleurs. Déjà, je tiens à remercier personnellement tous les services qui ont participé, qui ont accompagné les élus dans cette élaboration de ce budget, tant pour les investissements que pour les dépenses de fonctionnement. Ensuite, je tiens à remercier aussi mes collègues qui ont redécouvert les joies du budget. C'était quand même important, c'était votre deuxième, pour certains, votre deuxième budget, et vous avez pu voir que nous avons une méthode et des constances avec Monsieur le maire pour faire cette élaboration. Ensuite, on peut, effectivement, comme tout budget, être d'accord ou pas, c'est ce choix politique, donc c'est une traduction en euros des choix politiques que nous menons avec l'équipe de M. Alain Kélior. Ce qu'on voit là, la traduction, c'est que on entend dépenser en 2022 7 038 millions d'investissements, et comme le budget doit être en équilibre, il y a 7 038 000 euros de recettes. La section de fonctionnement à hauteur de 12 145 796 euros, sachant que déjà là, nous avons 550 000 euros, si nous ne trompons pas, de l'excédent. Voilà.
Donc ça, c'est global. Maintenant, si vous avez des questions sur les détails que nous avons vus dans les différentes commissions. Alors le budget, je pense qu'il faut le voter à la loi, excusez-moi, mais il faudra le voter par chapitre. On ne peut plus le voter globalement. Donc on votera chapitre 011, 012, 013, etc. On écoute les questions. Si on pas une obligation. Bien évidemment, ça tiendra sur cette partie de budget primitif. On n'a pas les mêmes investissements, choix d'investissement. Vous parlez de construction d'un multi-accueil. Vous parlez plus de la maison des associations qui est tout en un, puisque ça en dépend du CAR. Je ne le vois plus dans la liste. Vous aviez un terrain de foot qui est complètement supprimé. Je ne sais pas si vous le laissez comme ça, si vous investissez sur quelque chose dont les joueurs de foot ne veulent pas. Voilà, ça c'est simplement sur les orientations. Attendez, excusez-moi, j'ai noté terrain de foot et puis l'autre avant. Maison des associations qui est liée avec multi-accueil, puisqu'on dépend du CAR. Alors, je peux répondre Oui. Alors, la maison d'association, ça fait partie du CAR. Donc, on est subventionné, mais on y va doucement. On a commencé. Alors, le CAR, je ne sais pas, je me plante toujours entre le FAC et le CAR. Je crois que c'est le CAR pour Guidru. Guidru, c'était le CAR. On a commencé donc par Guidru. Il est fini. On en a pris possession jeudi dernier. Donc, jeudi dernier, la construction est terminée, enfin, l'agrandissement est terminé. Nous attendons maintenant la visite des pompiers pour qu'ils nous affirment que tout est normal. Le cabinet spécialisé, il reste de l'électricité, c'est ça? On l'a vu cet après-midi. Donc, on a le. Comment ça s'appelle? Le RVAC. Voilà, le RVAC. Donc, la construction est terminée, les bureaux ont tous certifié que c'était bon. Maintenant, il faut attendre la décision de l'État, c'est-à-dire les pompiers qui viennent le 1er avril. Ça fait partie d'un élément important du CAR. Nous allons bénéficier d'une salle qui fait à peu près entre 650 et 700 personnes, mais c'était pas ça qu'on disait, parce qu'on sait très bien qu'on ne l'atteindra pratiquement jamais. Mais par contre, ça nous permet d'avoir une salle qui fait du sport, puisque initialement c'est une salle de sport, et qui peut se transformer en une vitesse grand V en une salle de spectacle, sans qu'il y ait beaucoup de manipulation, etc., etc. Le coût global est d'à peu près 900, enfin on est encore au calculer les plus-values, les moins-values, mais enfin on va tourner autour de 950, 930, 960 000 euros, dans lesquels le CAR nous donne 50%. Donc ça veut dire que grosso modo, pour 450 000, on s'est fait une salle des fêtes, on va l'appeler comme ça, parce que maintenant la scène est équipée comme une véritable salle des fêtes. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Après, maintenant, on va attaquer autre chose dans le CAR. Alors peut-être la maison des... peut-être les jeunes, le multi-accueil va commencer, je crois qu'on a commencé par le multi-accueil. Sauf que là, on est un peu bloqué. Donc si vous voulez, ça se fait pas. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que j'avais des reproches en disant, mais comment ça fait que c'est pas fini? Moi, je veux bien, mais essayer de faire tous ces investissements en un an, et puis vous m'appelez. D'abord, il faut toute la procédure que vous connaissez bien, M. Quignon, les appels d'offres, enfin. Après, il y a, puis à la fin, il faut un an ou un an et demi ou 2 ans. Bon. Donc là, on va attaquer ce que je viens de vous dire. Après, comme le CAR, c'est 3 ou 4 opérations, il faut les faire toutes là. Pour ça, c'est pour, vous m'aviez dit, la maison des associations. Donc on ne l'oublie pas, vous inquiétez pas. Parce que c'est pas sur votre liste. Peut-être, c'est peut-être une construction, mais je vous confirme. Si je peux me permettre, je vais répondre tout de suite pour Guidru. Quand vous avez lancé l'appel d'offres, Guidru, c'était sur 3 mois, les travaux sur 3 mois. On ne parle pas de 2 ans ou de 3. Mais vous savez bien que c'est pas possible. C'est ce que vous avez sorti. Il y a une erreur. Il y a forcément une erreur de frappe, on ne peut pas imposer la construction de Guidru dans 3 mois. Ça fait 3 ans qu'on en parle, ça fait 3 ans que vous dites qu'il y aura des pénalités de retard. Écoutez, montrez bien qu'il y a des pénalités de retard depuis 2 ans, et on n'en parlera plus. Alors, je vais réexpliquer. Ça ne tiendrait pas devant n'importe quel tribunal. Il y a eu une erreur
que personne n'a vu, et certainement pas le maire, mais enfin c'est pas mon boulot quand même. C'est faux, vous l'avez vu, puisque vous avez fait intervenir la cabinet d'avocats Lando pour ce point. Non, monsieur Quignon. Ah oui, mais on est toujours dans le mensonge. Monsieur Quignon, laissez-moi parler, je vous parlerai, je vais essayer de ne pas vous le couper, parce que sinon, ça devient gênant. Et après, on arrive à se dire des méchancetés. Alors, je reprends. Je ne sais même plus où j'en étais. Alors, on en était évidemment. C'était quoi? C'est la vieillerie, ça. Pénalité de retard. Non, le 3 mois. Le 3 mois, tout le monde savait qu'un truc comme ça, de 3 mois, c'est pas possible. Si on va vérifier, alors, il y a eu une erreur de frappe, ça a dû être Clarchantelle qui a fait une erreur de frappe. Le service a mis 8 mois. Et puis ça s'est transformé, il y a eu 3 documents avec des dates différentes. Le plus intelligent, c'est de dire quelle est la durée normale pour un travail pareil. C'est plutôt 11 mois que 3 mois. Donc les pénalités de retard, on les a discutées, on a obtenu un certain nombre de choses, mais on ne pouvait pas non plus trop pousser, et on a les pénalités de retard sur 8 ou sur 11. Là, point. Maintenant, on ne va pas s'en faire un trou. L'essentiel, c'est que ça a été fait. Ça a été fait, c'est bien fait. Alors, si c'est une question de pénalité de retard, ça ne me gêne pas. Après, ça se discute sur les plus-values. Je ne te mets pas des pénalités de retard, mais je n'accepte pas cette plus-value-là. Après, c'est une discussion de marchand de fait. Le terrain de foot, moi, tout le monde réclame un terrain de foot, et c'est un peu comme de l'eau, chaudant comme des cabris. Je ne sais pas, moi, à chaque fois que je vois les responsables du foot, ils me disent qu'ils n'en ont pas besoin. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes. Ils me disent qu'ils n'en ont pas besoin, et si vous voulez, on pourra faire un rendez-vous avec eux, parce que s'ils me disent le contraire devant moi, je me fâcherai quand même. Ils n'en ont pas besoin, ils ont un bon terrain en herbe, par contre, ce qu'ils veulent, c'est un stabilisé qui soit à peu près correct, parce que le stabilisé actuel, il est franchement crado. Bien. C'est prévu dans le. C'est le FAC. C'est prévu dans le FAC. Alors, dans le FAC, c'est pareil. J'ai entendu des critiques encore de votre part. C'est normal, hein, vous êtes là pour critiquer. Donc, j'ai entendu des critiques de votre part disant oui, mais qu'est-ce qui se passe avec le FAC? Qu'est-ce qui se passe à Dominique Rocheux? Ça se fait doucement, là aussi. Il est prévu, et on a le FAC, on a reçu le directeur, l'élu chargé des équipements sportifs et de la sécurité il y a une semaine. Et maintenant, faut mettre. On n'est pas d'accord sur une seule chose. On est d'accord sur qui finance une grande partie du pas de tir. On est d'accord pour qu'il finance une grande partie du tennis avec le. Comment ça s'appelle le clubhouse. Enfin, on est d'accord sur tout. Et on aurait une somme encore plus importante si on tombait d'accord sur le stade pour l'athlétisme du collège. Or, là-dessus, on est en désaccord. Je vous prends un témoin, je pense que vous ne n'aurez pas tort. Donc, si vous me donnez tort, tant pis, hein, je continuerai à prendre ma décision. Il est hors de question que ce stade que nous acceptons pour le collège, et tout le monde s'en servira, mais il est quand même pour le collège uniquement, au départ, soit entretenu par la mairie. Or, le problème du département, c'est de dire, il vaut, je dis n'importe quoi, il vaut 1 million. Allez, on le finance à 800 000, 200 000 pour la mairie. Bon, d'accord, là ça marche, en plus on donne le terrain. Bon. Par contre, après on s'occupe de rien. Non, monsieur, nous on veut que ce stade il soit clôturé, on veut qu'il y ait un gardien, parce que sinon, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, c'est un terrain vague. Et je peux vous garantir que la mairie, elle se va lui coûter la peau des fesses si jamais elle s'occupe du fonctionnement. Point. Donc voilà où on en est. Donc tout va très bien, on a reçu la personne du FAC il y a une semaine, on est en train de négocier. Si ça ne fonctionne pas, on aura tout ce qui est prévu dans le FAC à l'exception de ce terrain d'athlétisme. Bah, on s'en passera, hein. La base Vermatès, on l'a acheté initialement, c'était pour faire la coulée verte. Alors si on leur donne une partie de la base Vermatès, c'est-à-dire 30 ou 40% de la base Vermatès, il en reste encore 40 ou 60 pour la coulée verte, donc ça ne pose pas de problème. Mais sinon, il y a rien à couler à 100%, puis c'est tout. Mais ils sont coincés parce qu'ils ne savent pas où aller, il n'y a plus de terrain sur Émerainville, et il faut qu'ils aillent dans un endroit où il leur faut à peu près un quart d'heure pour arriver, un quart d'heure pour partir. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de. J'ai déjà expliqué ça 100 fois, mais je veux bien recommencer à chaque fois. Pour moi, il n'y a pas de complication.
Par contre, je suis désolé, mais vous êtes en France et on ne fait pas ça, et hop, ça n'arrive pas. Il y a les papiers. C'est tout. On passe au vote. Qui est contre le budget? Non. Ah oui, par contre. Ah, monsieur le... Je voulais expliquer mon vote, puisque par principe politique... Je le connais. Oui, je l'ai exprimé lors de la commission, oui. Mais je tenais à le présenter ici, puisque politiquement, on ne vote pas une prévision budgétaire qui est d'une majorité qui n'est pas la nôtre. Donc, voilà, par définition. Par définition, c'est pas possible. Oui, voilà. Donc, je parlerai des records de gestion de la majorité municipale, vous-même, ici présent. Premièrement, l'ex-taxe d'habitation au plus bas durant un grand nombre d'années, une démagogie que nous dénoncions à chaque budget. Vous ne manquez pas de me le rappeler et moi de vous le citer. Des périodes calmes, relativement, des besoins immédiats assouvis pour quelque temps, sont idéales pour investir en perspective de moments plus difficiles et de prévisions pessimistes. Or, les prévisions pessimistes, elles n'ont pas manqué. Vous nous les avez dit, redit, et si on avait mal écouté, on pourrait avoir encore des redites à l'infini. Vous les faisiez à chaque budget, rendant responsables les gestionnaires politiques qui ne comprennent jamais rien. Voilà, nous sommes bloqués par l'exécutif national, je l'appelle de ce nom-là, c'est plus neutre et moins peut-être politique, mais c'est plus neutre, qui a supprimé la taxe d'habitation et qui nous donne à la place une compensation pérennisée, mais fixe, qui va en diminuant chaque année puisqu'elle n'est pas réactualisée. Donc on est quand même voué à constater la diminution année après année de cette compensation. C'est une réalité que je ne conteste pas, que vous vérifiez chaque année et qui existe bien. Et qui, excusez-moi, qui en plus paralyse l'autonomie des municipalités. Oui. Parce que nous avions, nous, le taux de la taxe d'habitation, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une taxe foncière extraordinaire, c'est vrai, elle est chère. Bon, mais elle n'est pas d'abord extraordinaire, elle est chère. Par contre, on avait la taxe d'habitation à 9,5, alors que les villes voisines étaient à 17, 18, 19. Et on avait joué le jeu en disant, nous qui sommes une ville de droite, on va protéger les plus pauvres, c'était gentil. Et on pensait que la taxe foncière étant payée à 60% par les entreprises, c'était une bonne politique, au lieu de baisser la taxe foncière, de baisser que la taxe d'habitation. Alors, ça n'a pas été mauvais, puisque maintenant elle est supprimée, et de toute façon, elle ne fait que diminuer par l'inflation. Si je peux finir. Oui, oui, bon, on a fini la possibilité de marge de manœuvre financière en cas de besoin impératif. C'est pas commun, c'est pas particulièrement à Ville, et là c'est pour la France entière, toutes les communes. Mais les communes qui ont été bloquées à un niveau très élevé, elles restent à recevoir à un niveau très élevé. Oui. Hein, si c'était momentané parce qu'il y a eu des crises 2-3 ans précédemment, on se retrouve quand même avec un budget assez élevé. C'est pour ça que nous avons une taxe foncière très élevée qui compensait la taxe d'habitation. Vous avez entendu les taxes? Bon, effectivement, demain on peut. Mais les niveaux ne sont pas les mêmes. Attendez, excusez-moi juste, parce que si on augmente la taxe foncière d'1%, ça correspond à un montant de 3 ou 4% de la taxe d'habitation de l'époque. Donc demain, on décrète que la taxe foncière, au lieu d'être de 32, elle est de 34. On a encore des marges de manœuvre, mais de moins en moins, oui. Oui, quand je disais que c'était de la démagogie, je vous dis non, parce qu'il y a quand même des besoins à prévoir, à faire arriver à l'avance et à pouvoir maîtriser. Donc c'est en ça où c'est jamais ni une récompense ni une satisfaction que d'augmenter les impôts dans une commune. C'est une réalité justifiée, qui peut être contestée par les oppositions, mais qui peuvent aussi être présentes et discutables mais incontournables. Bon, ça peut arriver, donc je dis oui, bravo, c'est pour ça que je parle d'ailleurs de record de gestion. Hein, merci sur le record, là, je vous l'offre. Oui, quel record cherchiez-vous à vouloir diminuer cette taxe? Une reconnaissance de la part des habitants qui devaient s'en acquitter, une reconnaissance d'experts comptables dans un univers politique. Certains et moi-même avons pensé que cela nourrissait un clientélisme. Moi je laisse chacun se faire une opinion.
clientélisme. J'ai appris dans ma vie que plus vous en donniez, moins on était reconnaissant. Je vous avais appris ce que vous avez appris, moi j'ai d'autres constats. Donc deuxièmement, Non, mais filez attendez, aussi... excusez-moi, vous faites des suppositions, je suis bien obligé de vous répondre. Oui, mais vous pouvez me laisser terminer, ça serait pas mal aussi. Je voulais dire maintenant, allez-y. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement la taxe maintenant elle est bloquée, j'ai expliqué ce que c'était, vous l'aviez déjà très bien expliqué, fini aussi les emprunts de moins de 1% et même de moins de 3%. Je ne sais pas combien ils sont exactement aujourd'hui, mais ils ont déjà dépassé les 2 et ils vont sur 2,5 et ils vont très vite. Ça va de semaine en semaine, vous qui êtes très proche de cette expertise financière, vous ne direz pas le contraire. Aujourd'hui, on s'apprête quand même à avoir des emprunts à 3% très très vite, hélas. Donc ça monte très vite. Vous ne pouvez pas prévoir certaines choses, mais en 2019, on parlait de crédit de moins de 1%. L'immobilier s'est enflammé jusqu'à des raisons, tant cela était débridé. Nous n'en avons pas profité. Pourtant, les familles qui pouvaient avoir du crédit ont fait des travaux et des achats en prévision de relèvement des taux, qui forcément arriveraient. Et Merinville, dans sa recherche de bons gestionnaires, est resté dans un endettement minimum. Très bien, c'est un score, c'est un record, un endettement minimum. Bon, je cherche encore la raison de l'endettement minimum quand il y a des besoins. Il est préconisé de ne pas dépasser une durée d'endettement de 12 années. C'est préconisé et c'est préférable de ne pas sortir de ce marquage-là, je pense. Hein. Mais il nous présentait un résultat à cette année 54, auquel effectivement, tout à l'heure vous l'avez rappelé, avec l'emprunt qui est en caisse, on peut retirer jusqu'à arriver à 6 années 50, donc on est loin du compte avec 12 années. On avait une grande marge possible, avec un remboursement annuel presque identique, mais une longueur de remboursement plus importante. Et souvent ce qu'on fait, quand on n'a pas énormément, on fait un emprunt et on l'étale le plus possible, effectivement, pour pouvoir le régler avec presque le même budget. Donc, mon avis personnel, les meilleurs investissements est celui pour obtenir ou diminuer des charges de fonctionnement des années à venir. Voilà. En réponse aux besoins immédiats. Des besoins immédiats pendant quelques temps, et on n'a pas eu d'extraordinaire. Il y avait des besoins courants, des évolutions, je pense que vous nous avez présenté en temps et en heure, mais il n'y avait rien de très particulier ou de très engageant. Donc la politique, c'est essentiellement prévoir, échafauder des éventualités pour les années à venir. Pour le moins, monsieur le maire, vous avez manqué de prévision. Je vous accorde que vous ne pouviez pas prévoir la guerre en Ukraine. Ah, c'est gentil ça. Non, mais... Je me demande du reste. J'aurais pu. Ah, peut-être, en cherchant bien. Avec mes origines, j'aurais pu. Je crois que vous étiez libre. Oui, et vous êtes où? Vous êtes bien Merinville? De Douvres. Oui. Ah, bon. Bon, voilà, suite aux dernières élections municipales, vous m'avez confié la mission entre le bruit, l'air, le plan climat, air, énergie territoriale 2021-2026. Pour cette élaboration, nous avons, avec votre majorité, discuté à plusieurs reprises et j'ai énoncé plusieurs fois qu'un investissement avec pour objectif de diminuer les charges pour les années à venir serait une orientation pertinente. C'était des investissements pour réduction de l'eau et de consommation. Voilà, c'est tout ce qui est les énergies nouvelles et c'est aussi ce qui prépare, ça peut être aussi des programmes je dirais, éducatif pour arriver à réguler l'éclairage public sans crainte de la population. C'est de l'investissement, hein. C'est du fonctionnement. Peut-être, mais il faut d'abord acheter le matériel pour pouvoir changer les régulations. Voilà. Oui, mais Pierre, il attend le moteur à hydrogène. Hein, c'est ça? Ouais, Il existe quelque chose. Le moteur à eau, il existe depuis 1900. Bon, hélas, malgré cet énoncé au sujet du PCAET, vous n'avez pas trop écouté, me semble-t-il, des raisonnements dans ce sens-là. Vous avez changé, mais c'était déjà prévu, et c'est une bonne chose, je ne dirais pas le contraire, pour mettre un système d'éclairage public à l'aide, sauf que ce que vous avez, à mon sens, pas suffisamment
affûté, c'est les programmes de réduction, étant donné que pour un même ampérage, vous avez 7 fois plus de luxe avec un LED qu'avec les lampes que vous aviez antérieurement. Donc il faut quand même réguler. En plus, il faut préparer la population. C'est pour ça que je dis des programmes éducatifs pour que l'obscurité ne soit pas une prise de risque ou une insécurité pour la population. Il ne s'agit pas d'éteindre ou d'allumer. Donc il s'agit de réguler suivant les besoins et essayer de faire des économies. Je parlais de constats sur des villes voisines où l'éclairage de la chaussée étant éteinte après 23 heures le soir, s'est aperçu qu'il y avait moins d'accidents et moins de vitesse puisqu'il n'y a plus que l'éclairage autonome des véhicules automobiles qui servaient à l'éclairage. Donc les véhicules allaient moins vite. Voilà, c'est des constats sur terrain qui ont été faits. Donc on a étudié tout ça, mais ça vous a pas trop engagé. Mais je reconnais quand même au jour d'aujourd'hui que vous vous êtes engagé, et c'était pas une obligation, puisque toutes les communes du Val-Maubuée de PVM ne se sont pas engagées. Vous êtes engagé dans un programme quand même relativement intéressant pour la commune, à ce PCAET, en disant, je ne suis pas mot pour mot de toute façon, mais cela dépassera largement 2026. Nous avons tout de même signé un accord de principe. Mais vous disiez, de toute façon, avec PVM, ça va être une usine à gaz, on ne va rien y comprendre, et le jour où ça doit être fini, ça n'aura pas commencé, donc on verra bien, et c'est pour les calanques un peu plus loin. Quoi, hein. Voilà. Bien, vous pensiez la même chose. Je n'ai pas le droit de non, je vous ai dit, lorsque vous m'avez proposé effectivement de travailler. Pour ce point-là, pensez que c'est une usine à gaz et que ça passe. Au PCAET, oui, je vous rejoins souvent, à PVM c'était ça, mais c'est pas PVM qui est le maître d'œuvre du PCAET. Ils sont là pour le mettre en place sur des explications d'un procédé, d'un programme quand même très complexe, très complet aussi, dont il ne pouvait pas y avoir beaucoup de simplification. Si ça avait été à la création de PVM, j'aurais eu beaucoup plus de circonscription avant d'accepter. Non, je pense, pour avoir rencontré d'autres collègues politiques qui ont cette charge-là, que c'est quelque chose qui ne peut pas être simple, qui est assez compliqué, qui a beaucoup de prévenance, qui prend en compte aussi les technologies qui changent tous les 6 mois, et les éléments du GIEC qui changent aussi très souvent. Donc, ça ne peut pas être simple. Mais on s'est engagé, j'espère que pour une fois, ce sera une mise en place d'un exécutif en 26, et non pas en 28 ou en 30. Je pense qu'avant, on y arrivera. Voilà. Même si, en règle générale, pour des hausses d'impôts, je pense qu'il n'y a pas de moment excessivement favorable. Il y a des moments où il faut les expliquer. S'il y a des investissements pour les économies plus tard, c'est des choses qui s'expliquent. Et c'est là où je recoupe un petit peu mon interrogation tout à l'heure à Mme Fabriga. C'est pas parce qu'il y a des règles ou parce qu'on a décidé. Il faut expliquer la logique qui nous a amené à ça, en disant, voilà, c'est des retards et c'est des délais incompressibles. Là, c'est des énergies qui vont coûter de plus en plus cher. Hélas, l'actualité fait qu'ils coûtent encore plus cher que ce qui était même prévu. Voilà. Mais on est totalement démunis là-devant. On ne récupère pas 1 litre d'eau de pluie, on n'a pas de photovoltaïque. Voilà, on ne chauffe pas les écoles ou les chauffe-eau solaires pour les écoles en journée de façon naturelle. On a un engagement, bien sûr, je le dis parce que j'en avais un peu parlé, mais vous aussi, sur le géothermique, mais qui paraît très peu probable parce qu'économiquement, je pense que même si l'étude pouvait se voir, une sous-station coûtera cher. Et on n'a jamais de groupe assez important pour les logements. Voilà, c'est le problème. L'un et l'autre fait que je n'y crois pas. Ça passera par les grandes villes, mais à la répartition, si on a des maisons, ça servira à personne. C'est pour ça que je crois que ce n'est pas réaliste. On est en train d'en discuter. Voilà. Alors bon. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi j'étais contre. J'ai bien compris. Alors moi, la seule chose que je vais relever là-dedans, c'est que on n'a pas été chiche. On a fait pratiquement 2 millions à 2,5 millions, voire 3 millions selon les années d'investissement. Alors des investissements pour maintenir, notamment pour maintenir et un petit peu quand même améliorer et même créer
les bâtiments, les choses qui nous manquaient. Cette année, et l'année dernière et cette année, on avait planté la dose parce qu'effectivement, on avait des travaux qui étaient urgents de plus en plus et qu'on était aidé beaucoup par la région et par le département. Donc on a foncé. Donc cette année, je crois qu'il y avait 6 ou 7 millions. Donc effectivement, il faut les tirer. Peut-être qu'on sera encore obligé de recourir à l'emprunt, compte tenu qu'on est à 6 ans, ça ira. Mais moi, je ne passerai jamais les 8 ans d'emprunt parce qu'après, je sais que c'est un cadeau vicié qu'on fait aux nouvelles générations qui sont obligées de se payer les intérêts. Je vois le problème de l'Interco avec les intérêts, comme vous dites, les intérêts qui sont obligés de payer. C'est fou, ils sont bloqués sur des tas de choses. Ça ne les empêche pas de faire des réalisations qui, pour moi, ne sont pas bonnes. La piscine intercommunale à Champs, c'est une folie pour moi. C'est leur problème, le coup est parti et je ne suis pas majoritaire. Bon. Donc sinon, il n'y aurait jamais eu, il y aurait une piscine à Champs, comme il y a une piscine à Émeraül, mais pas cette espèce de palais, etc. Voilà. Alors, pour vous répondre, donc, aussi concernant les investissements, ils sont en fonction et de nos possibilités et de nos besoins. Sur le plan investissement concernant les maternelles, les crèches, on a 5 ou 6 crèches ici pour une ville de 7500, toujours se revenir à 7500, c'est relativement important. Pour les écoles, on a 5 groupes scolaires, c'est relativement important. Je compare, moi, avec d'autres villes, souvent ce que notre petite ville fait au niveau culturel, au niveau associatif et au niveau sportif. C'est nettement au-dessus de ce que la plupart des communes de 12-13 000 un peu en province font, je peux vous dire. J'ai des éléments, j'ai tout noté. Bon, alors, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Il y a des choses, effectivement, qu'on a fait. On a fait les écoles. Alors, effectivement, faire de la... Comment dirais-je ? Essayer de faire de l'écologie dans les murs. Quand ils sont construits, c'est moche, il faut mieux la faire avant, mais on a des écoles qui sont anciennes, on ne peut rien faire. Alors, vous nous avez dit qu'il fallait qu'on aille voir le terrain, de toute façon, les contacts ont été pris. Moi j'y crois pas, mais enfin, il faut toujours essayer. On a changé les toits. L'État nous a dit, vous allez avoir 5 groupes scolaires, vous aurez 5 subventions, nous en avons donné 2. Puis en 2021, ils nous ont dit on n'a pas de sous, donc revenez pour 2022, on espère pouvoir vous les donner. Donc on attend 3 subventions des toits, mais on ne pouvait pas en faire que 2 et puis laisser les autres. Donc je crois qu'actuellement, on pourra dire à la fin de l'année 2022, la nôtre, on aura les investissements qu'il faut, qui seront dans des conditions plus que correctes. Sur le plan sportif, il nous manquera toujours ce fameux terrain qui vaut 800 000 euros, 900 000 euros que je ne ferai jamais. Tant que je n'aurai pas des subventions, ou tant que je n'aurai pas des choses, parce que 800 000 euros pour 160 footballeurs, excusez-moi, mais c'est de la démence, et ils ne le veulent pas. Alors après, chaque année, on me ressort l'histoire du terrain, comme l'histoire des taxons qui reviennent en boucle depuis 20 ans. Alors le terrain, non, le terrain, c'est depuis 2 ans. Bon, voilà, on a des installations sportives qui sont bonnes, on a des installations scolaires qui sont bonnes, effectivement, on ne peut pas vous rejoindre dans l'aspect purement écolo parce que moi je demande toujours quel est le retour sur investissement. Voilà. Donc si vous me dites, si quelqu'un me dit on casse une école, on en fait une école tout à fait moderne, etc., où il n'y a pratiquement pas de chauffage, moi je suis partant, mais je vais vous demander combien ça coûte et quelles sont les économies et en combien de temps on récupère. Jusqu'à présent, moi, toutes les récupérations, c'était sur 30 ans, 25 ans. Donc, c'est pas. Je veux pas. Dans 6 ans, je laisserai la place aux jeunes. Peut-être ou dans 12, je ne sais pas, ça dépend s'il repart ou pas. Ça dépend de lui. Bon, je laisserai la place aux jeunes. Je ne voudrais pas partir en disant je voulais laisser 12 à 15 millions de dettes. C'est pas poli, c'est pas correct, et c'est moche pour le futur. Parce qu'après, on va vouloir dire, oui, maintenant vous économisez ceci, vous allez dire, oui, mais qui rembourse les emprunts, c'est nous. Donc, je crois qu'il faut faire en fait l'inverse de ce qui se fait en France. C'est-à-dire que vous prenez la position du budget français, de l'État français, vous faites l'inverse. Et là, vous avez bon. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous voyez qu'on est déficitaire dans tout et qu'on a un déficit abyssal,
ben, c'est vous qui allez les payer, parce que je connais beaucoup de gens qui disent c'est l'État. Oui, mais l'État c'est vous. Il faudra qu'il vous coûte l'argent pour rembourser à un moment donné, hein, parce que l'Europe, à un moment, va pas faire des pays où ils effacent toutes les dettes. Je vous dis, hein, mais c'est l'utopie, je ne vois pas quel est le pays européen qui, dans le cadre de l'Europe, accepterait que la France n'ait plus de dettes. Il faut être sérieux un peu. Voilà, donc je pense qu'on a géré convenablement, on continue à gérer convenablement. Pendant un moment, on avait des besoins, on les a satisfaits. Là, on en a un peu plus, on les satisfait aussi. Pendant un moment, on dégageait suffisamment de rentabilité pour emprunter très peu. Aujourd'hui, on est obligé d'emprunter un peu plus. Pour les taux d'intérêt, on est à 1,43 moyenne. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Les fixes, ils restent fixes, donc on est tranquille. Et les variables, ils commencent à augmenter, on les surveille, et dès que les variables vont atteindre une partie fixe, on va passer en fixe, puisque tous nos contrats stipulaient qu'on les prenait à taux variable, mais avec une possibilité de passer en fixe. Donc si on voit que ça commence à se déchaîner, à ce moment-là, on passera en fixe. Voilà. Donc là-dessus, on a une certaine sécurité, on ne doit pas être trop inquiété. Maintenant, dire qu'on a raison tout le temps à 100%, sûrement pas, on fait des erreurs comme tout le monde. Voilà, on peut passer au vote. Alors, le chapitre 11. 4 147 688. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? 6. Alors 2 contre, 6 abstentions. Bon, je vais faire la même chose, 0,12, 0,14, etc. Vous êtes toujours les mêmes, 2 qui s'abstiennent, tu contre, et 6 abstentions, c'est ça? On va gagner du temps, hein. Bon, là c'est pour les charges, pour les recettes. Alors, chapitre 13, 70 000 € contre, abstention. 70, 73, 74, 75, 77, 77, 78, 0,42, 0,42, contre, abstention. D'accord? Pour la section investissement, ah là, peut-être que là, vous pouvez varier. 0,40, pour les investissements, vous êtes quoi, vous? Vous êtes contre tout, c'est normal, mais c'est par principe. Ah, d'accord. Et vous? S'abstient. On s'abstient, voilà. Donc, vous abstenez pour 0,40, 41, 10, 16, 20, 21, 23, 0,20, 0,01, pour un total de 7 38 000. Et en recette, c'est la même chose, on a 7 38 000 de l'autre côté, au chapitre 0,40, 41, 24, 10, 13, 16 et 1068. On est d'accord? Un sujet vendu. Je pense que c'est terminé, non? Non, il y a encore. Il y a encore des choses. Alors, on continue. On continue. Je voulais quand même donner des taux. En 1996, soit la première année où nous étions élus, parce que nous avons été élus en juin 1995, le taux de la taxe d'habitation était de 23,21% et le taux du foncier bâti était de 39,04% en 1996. Aujourd'hui, le foncier est à 39,27%. Donc effectivement, la pression fiscale sur le foncier bâti n'a pas tant augmenté que ça. Ce qui a augmenté, c'est les valeurs, puisque effectivement, de nouveaux bâtiments sont arrivés, de nouveaux logements sont arrivés. Ensuite, comme vous le disiez à juste titre, la taxe d'habitation, certainement, on essaye de justifier que ça a été un gain de pouvoir d'achat pour tous les ménages, parce qu'ils n'ont plus à payer 200 ou 300 €. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que nous, communes, nous en sommes pénalisés. Nous en sommes d'autant plus pénalisés que nous avons eu une commission finances à laquelle j'ai fait remarquer à M. le maire, j'étais le seul adjoint des finances de l'intercommunalité, il y a quand même 12 confrères, collègues. Non, c'était 3 au total. Non, mais il y a d'autres, il y a 12 responsables financiers qui ont des délégations financières, on n'était que, j'étais le seul. Et au total, on y était 3 ou 4, 3 avec le président. Ah ben le président. Voilà. Celui qui non même pas, le président de la commission. Le président de la commission. Le président de la commission, qui a parlé gars à l'intérieur et une autre. Oui. Pour le budget de l'intercommunalité. De l'interco. Et je peux vous assurer qu'il y a effectivement, il y a des programmes pluriannuels d'investissement qui sont très intéressants. On est intervenu, notamment, il y en a un nouveau qui prend source sur une nouvelle taxe. Vous allez voir, c'est une nouvelle taxe, c'est GEMAPI. C'est une taxe qui permet effectivement tout ce qui est pour la protection de l'eau, si je ne me trompe pas. Et effectivement, des mesures ont été prises. Et là, avec Alain Kégueur, on a fait remarquer que la commune n'était même pas prise. Alors que nous avons, nous, des problèmes de rues qui débordent, le Berderon, le Berdeau, d'accord. Et effectivement, là, au budget, il n'est pas pris. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est 700 000 € qui ont été votés pour cette. Voilà.
Donc c'est ce que je voulais préciser sur les commissions finances et l'intercommunalité. Seule chose que nous ayons vu, et là aussi on est bloqué, c'est le fonds qui nous est reversé, il est à l'identique l'année dernière, donc lui il ne suit pas d'augmentation. Alors, le problème de ce... Moi je me suis inquiété parce que l'intercommunalité elle a les mêmes problèmes que nous. Elle touche moins de subventions, elle touche moins de dotations, et elle est dans une période, elle aussi, où elle est obligée de faire des frais et des investissements massifs que moi je désapprouve pour certains, mais que pour d'autres sont nécessaires. Bon. Donc, là aussi, on a un certain nombre de problèmes qui sont difficilement réalisables, et elle craint, comme nous, de ne pas avoir les moyens de verser toujours les mêmes dotations de solidarité aux communes. Alors, je me suis un petit peu battu avec le service comptable de l'Interco qui me disait c'est pas possible, on ne peut pas diminuer le montant. Pourtant, hein, si vous me dites je suis heureux, je ne sais pas arrêté par les textes, non. On peut, à partir du moment où l'Interco démontre par exemple qu'il y a une perte fiscale importante d'un parti banque, une perte fiscale importante, elle peut dire ben, je divise cette perte fiscale sur les différents membres de l'Interco et je réduis leur dotation de solidarité. Il y a un autre problème, c'est que on n'en parle pas assez de la communauté d'agglo. Un autre problème, c'est que la communauté d'agglo qui commence à être gérée correctement, ce qu'elle n'a pas été pendant des années et des années, bah, s'aperçoit qu'il y a des points où elle perd un fric fou. Alors je vous cite les ateliers intercommunaux et puis les entretiens de stade. Et l'Interco dit maintenant moi j'arrête. Alors les villes comme Lille qui viennent d'autres Interco, ça ne les gêne pas parce qu'elles n'en profitaient pas, mais les civils qui va le mobilier, nous avions ce qu'on appelle des quotas, c'est-à-dire qu'on pouvait tirer 100 000 € de réparation de voitures sans payer. C'était un avantage que l'Interco donnait, supprimé. L'Interco venait entretenir les terrains de foot et les stades en général pour un prix plus que modique, puisqu'il y a une facture, je crois que c'était 25 € de l'heure, enfin, c'est un ridicule consommé. Bon, ils nous disent non, maintenant c'est pas ça, les gars, hein, le prix de revient c'est 70, on va faire comme dans le privé, ou alors adressez-vous au privé. Donc ça va faire plaisir à l'Interco. Quand on en parle, je dis attendez, je prends quelle casquette? Est-ce que c'est la casquette de l'adjoint, du maire, du vice-président de l'Interco chargé du contrôle interne à qui vous parlez? Je vous réponds oui, c'est normal, il faut le faire. Maintenant, si je reprends la casquette du maire d'Émraville, je perds 150 ou 200 000 €. Alors il faut trouver quelque chose pour compenser. Mais les autres, qui n'ont pas ces avantages, ils veulent qu'on les arrête, mais ils ne veulent pas qu'on les compense. Je sais pas si vous voyez un peu le... Et là, il y a encore une perte fiscale potentielle de 100, 150, 200 000. Donc ça va tirer dans tous les coins. Et l'Interco va continuer. Et je suis persuadé que si l'Interco actuellement a moins de recettes fiscales, demain on pourrait dire bah, écoutez, on se réunit et puis on réduit la dotation de solidarité. Et nous on touche 1,9 million, je crois. 1,9 million de dotation de solidarité, si on nous la passe à 1,8 million, l'État nous donnait 1,8 million, je crois, ou 1,9 million en 2012-13. Aujourd'hui, on est à 800 000. Ce qui me choque, c'est que les gens ne sont pas conscients de ça. Même les élus, souvent, j'en parle. Comment on fait quand on a moins de sous? Alors, j'ai écouté, c'est pas la peine de penser qu'on est en train de gérer une grande mairie, pensez à un haut panier de la ménagère. Si vous lui donnez 2 000 € par mois pour faire la bouffe, vous allez bien manger. Si vous lui donnez 1 500, vous allez moins manger. Si vous lui donnez 1 000, ça reste moins. Si vous lui donnez 500, vous allez commencer à prendre un. Et si vous ne pouvez pas donner d'autre chose, vous êtes bien obligé de donner que ce que vous avez. Et qu'est-ce qui se passe? L'État qui n'a pas un rond enquiquine les régions et les départements et les communes. La commune qui n'a pas un rond, l'Interco qui n'a pas un rond va ennuyer la commune, et la commune va ennuyer qui? Devinez? Vous, les contribuables. Alors, c'est une vue pessimiste. Je sais qu'on peut rester dans les nuages et penser que dans 20 ans, ça se solutionnera. Mais moi, j'ai jamais vu un truc qui se solutionne en comptabilité comme ça, en claquant des doigts, c'est pas possible. Voilà, vas-y Pierre. Bien.
Donc, attribution des subventions aux associations. Avant tout, je tiens à remercier toutes les associations qui ont participé à cette réunion pour définir avec eux à la fois leurs objectifs, définir avec eux leurs besoins, définir l'attente qu'ils attendent de la commune. Vous avez effectivement approuvé les subventions inscrites que nous proposons. Football Club, 13 400 €. Association des Morinville. Il y a les élus qui sont dans les conseils d'administration des associations. Ah, ouais. Il y a des élus dans les conseils d'administration des associations aussi. Oui. Qui sort. Sortez. Non, mais d'abord on lit, et après, au vote, vous allez devoir sortir. En fait, ils ne doivent pas voter. Oui, c'est ça. Vous ne devez pas voter. Reste là, mais vote pas. Voilà. Donc, je reprends. Football Club, 13 400 €. Association sportive d'Amerinville, 30 000 €. ENTC, 1 200 €. Cyclo-Club, 3 200 €. Union multisport de Ponto, Congo, section basket, 2 000 €. Voilà, ça, c'est des actions sur l'intercommunalité qui sont vraiment intéressantes pour les jeunes. Aikido traditionnel, 1 000 €. Fil d'or, 2 500 €. Union nationale des combattants, 1 800 €. Gong Académie, 3 000 €. Souvenir français 200, ATSMV tir 1500, autre association 4000, je pense que c'est des. Je ne sais plus les associations qui peuvent venir. C'est théâtre. C'est théâtre aussi. CCAS 23 269 € et coopérative des écoles 1 910 €. Au total, nous vous demandons de bien vouloir affecter 88 979 € à ces associations. Des questions? Oui? Non? Si on pouvait avoir le détail des autres associations, parce que je trouve pas ça normal de ne pas avoir les noms de toutes les associations. Et je pense que les associations ont vraiment fondu, parce que j'ai souvenir qu'il y avait beaucoup plus d'associations qui avaient des subventions. Non. J'ai les subventions de l'année dernière. Non, je ne parle pas de l'année dernière, je parle depuis quelques années, ça fond comme neige au soleil. Ça, peut-être que depuis quelques années, il y a des associations qui ont disparu, d'autres qui ont créé, je ne sais pas. Le milieu associatif, ce n'est pas de notre compétence, hein. Ils viennent nous voir avec leur projet, leur budget, et nous on prête et de l'argent, enfin on donne de l'argent et on prête les structures. Alors, parfois on ne donne pas d'argent, mais on prête les structures, parfois on fait les deux. Donc j'ai les 4 000 €, votre association c'est le théâtre, je crois. Ouais. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Alors on n'a pas le nom des pièces, ni le logo qui va mettre ça en scène, c'est des associations de théâtre. Oui, il y a 2 compagnies en résidence, voilà, on leur vote 4 000 en fonction du nombre de spectacles qu'ils vont faire. Difficile d'être très précis là-dessus. Voilà, alors, d'autres questions? Juste une petite intervention. Les 23 269 € pour le CCAS, oui. C'est pour les aides dites facultatives, hein. C'est ça? C'est pour toutes les charges du CCAS, à l'exception des charges prises par la mairie, c'est le salaire, etc. etc. Ouais. Quand on dit que le CCAS, c'est le montant, vous étiez là à la réunion, on vous a expliqué que le CCAS coûtait pratiquement 100 ou 150 000 €, c'est-à-dire le social partant du CCAS, alors que là, on ajoute l'association, le montant qu'on fait pour équilibrer leurs comptes. Mais on ne leur fonde pas le téléphone, on ne leur fonde pas les salaires des gens qu'on met à disposition, qui sont déjà des salariés de mairie, etc. etc. Alors, c'est la subvention d'équilibre. Les repas des anciens, oui, enfin, tout ce qu'ils font, quoi. D'autres questions? Non, alors, toutes les personnes qui se retirent. Monsieur Comin, je crois que c'est le président. Alors, Comin ici, quoi. Non, reste là, reste. Tu votes pas, c'est tout. Tu votes pas. Jeune fille, t'es quoi là-bas? T'es quoi? Non, t'es au FIDOR, mais t'es pas président. Ah, t'es au conseil. Au conseil. Alors, Rime. Madame Butul aussi. Moins de 3. Pardon? Moins de 3. Toi, t'es pas président, Malek? Il n'a pas demandé de subvention. C'est ce que je lui ai demandé, c'est pas de son association. Il n'a pas demandé de subvention. Eh bien, continue comme ça.
Et dans l'opposition. Ça risque de faire conflit d'intérêts. Donc, Oui, c'est pour ça. Dans l'opposition, personne ne peut dire quoi que ce soit. Dans un conseil d'administration. Ni dans un conseil d'administration. Du CCRS. Pardon ? Je ne suis pas président. Non. Bon, ben voilà, donc alors, unanimité, sauf ceux qui n'ont pas voté, hein, je pense que personne n'est contre ça. Allez, après. Ensuite, allez, une petite dernière, c'est le vote des taux d'imposition relatifs à la fiscalité pour l'année 2022. Donc, nous vous proposons de maintenir le taux de taxe foncière bâti de la commune à hauteur de 39,27%, auquel nous devons rajouter les 18% du taux départemental, soit un taux de taxe foncière bâti de 57,27%. Et ce qui concerne la mairie, c'est-à-dire la commune, c'est que à hauteur de 39,27%. Et la taxe sur le foncier non bâti, 53,93%. Bon, juste une chose qui m'avait fait rigoler quand on est arrivé, sur le bâti c'était 99,99%, ça m'avait fait rire. Bon, pas de question, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. C'est pas unanimité ? Contre quoi ? Les taux. Contre les taux. Ah, ils sont raison. Alors, tableau récapitulatif des décisions du maire, j'ai décidé, dans ma splendeur, aliénation du camion Ben Iveco, immatriculé 9446 FA77, ouvrage Rue des Nations, Loisienne pour un montant de 3 000 €. Ce fut une des décisions importantes que je pris. C'est bon? Eh bien, je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne continuation.